Bonjour à tous, bienvenue sur la 7e Illusion pour le désormais traditionnel podcast sur Quentin Dupieux avec mon compère de toujours, Jules Melon. Jules Melon, comment ça va? Coucou, bah oui, on se retrouve quelques mois, 3 mois, je crois à peine après Dali. On va en avoir combien de Dupieux cette année? C'est quand même le troisième en 9 mois là. Ouais, je pense ouais, c'est le troisième en moins d'un an et on n'est pas à l'abri d'un quatrième, effectivement. Aujourd'hui, on s'attarde sur, le deuxième acte, qui est donc le troisième film qui produit en moins d'un an et qui ouvre en même temps le 77e festival de Cannes et oui, c'est surprenant pour Dupieux, mais c'est ainsi. Le film provoque de vives réactions depuis sa sortie ce mardi 14 mai et donc on va se demander, que vaut ce nouveau, Dupieux? Hein, nous qui sommes habituellement grands fans de son cinéma, le film nous Mhm. raconte, finalement l'histoire de 4 personnes, Florence, David, Guillaume et Willy, qui se retrouvent dans un diner sans charme, lors d'un tournage d'un film. Tant reconnu que détesté, Julien, qu'as-tu pensé du deuxième acte? Ah, c'est alors évidemment, j'avais à la fois hâte et peur de le voir pour plein de raisons. Voilà, on va pas forcément rentrer dans trop de détails ici. J'ai eu entendu ce matin, malgré moi, des avis très négatifs. Forcément, de toute façon, Dupieux divise. Faut se rappeler que Dali, pas mal de gens ont pas apprécié, hein. Il est pas vraiment aimé Dali, hein, quand on y pense. Donc là, on se retrouve déjà dans un pur Dupieux, hein, précisément ce qu'on attendait entre guillemets de son cinéma. Alors, évidemment, on fera vite une zone spoiler parce que sinon, on va pas pouvoir aller en profondeur. Mais autant te dire que quand je suis sorti du film, j'ai pris 10 minutes de silence à me poser un peu avant de faire ma petite vidéo à côté après. Et déjà, je suis ressorti dans une sorte d'hypnose particulière à essayer de me dire qu'est-ce que le film veut raconter? Parce qu'il veut raconter beaucoup de choses, mais quel est exactement le sens de tout ça? Mais ça, on y reviendra en zone spoiler. Mais globalement, j'ai vraiment apprécié le film, et c'est ça qui va peut-être te paraître étonnant, parce que voilà, on y reviendra après. Mais j'ai trouvé ce que je voulais niveau fascination et foisonnement dans du Dupieux, dans l'idée, bon, le rapport un peu mise en abymal, c'est mise en abyssal même, je dirais plutôt, c'est joli comme terme, où il triture toujours cette réalité, cette fiction un peu entre les deux, on ne sait plus trop où on est par moment, et l'utilisation de l'actrice et des acteurs principaux, très propre à ce qu'on se fait comme image d'eux. Et ça, c'est assez fort parce que c'est dans le film, ce n'est pas Léa Seydoux, ce n'est pas Vincent Lindon, ce n'est pas Louis Garrel, ce n'est pas Raphaël Quenard, voilà, ce sont des personnages. Mais la façon dont ils jouent, Dupieux en joue. La façon dont ils sont peut-être en privé ou ils sont dans certains films, là, ils forcent le truc. Et je trouve qu'à certains moments, c'est assez malaisant sur certains points, parce qu'il y a des personnages qui disent des choses en film qui sont problématiques. Ça, c'est clair, hein. Voilà, il y a des propos problématiques dans le film. Mais encore, faut-il savoir pourquoi ils sont là et qu'est-ce que le film en fait. Et ça, je pense que là-dessus, on va avoir un débat à un moment. Mais ça commence dur, hein. On va dire la première scène de dialogue longue entre Louis Garrel et Raphaël Quenard, pendant 10 minutes, il faut les encaisser, ces propos-là. Il faut, voilà. Mais on voit très bien derrière, selon moi, que Dupieux, là, il n'y a pas de spoil hein, pour l'instant, hein, du tout, que Dupieux, il juge les deux de façon égale. C'est-à-dire le personnage de Quenard qui balance des saloperies, voilà, et le personnage de Garel, il le juge aussi, mais qui a tendance à vouloir dire mais on peut pas dire ça et tout. Et en fait, après, en avançant dans le film, on comprend. Là, j'ai une théorie, mais qui n'est pas vraiment une théorie sur moi, c'est assez fluide. Quand on rentrera dans la zone spoiler, j'expliquerai pourquoi en fait ça marche, même si c'est sur vraiment il marche sur des lames pendant 30-40 minutes, il marche vraiment sur des œufs, on va le dire, Dupieux, il les écrase même. Mais derrière, qu'est-ce qu'il nous en fait de cette omelette? Voilà, bon, voilà, c'est mon avis global. J'ai vraiment apprécié ce film, mais il n'est pas évident et je vais comprendre pourquoi beaucoup vont ne pas l'aimer. Et toi, mon cher Hugo, du coup? Moi, donc faut savoir que j'ai vu le film, après, la superbe cérémonie d'ouverture, portée par, Camille Cotin, et j'ai eu la même sensation que toi en sortant de la salle. C'est-à-dire que j'avais ce sentiment un peu partagé d'avoir affaire à un grand film, mais un grand film très sincèrement très mal aimable et aussi un peu méchant. C'est-à-dire que le film m'avait franchement, mitigé. Je ne savais vraiment pas trop quoi en penser. Il a fallu que je le laisse, décanter au moins quelques heures, après et effectivement, je te rejoins sur, le fait que, voilà, c'est un film qui prend des risques et c'est peut-être bienvenu,
dans le cinéma de Dupieux qui était de moins en moins radical. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai vu Dupieux sur ce registre de radicalité vraiment agressive, eh ben, c'était il y a très longtemps sur Non-Film, quoi, qui est, il me semble, l'un de ses premiers métrages. Il y a Donc, beaucoup de choses de non-film. Il y a beaucoup de choses de non-film dans ce Dupieux-là, oui, c'est vrai. Donc, ouais, voilà, je me retrouvais dans une position très délicate où j'avais tendance à trouver le film méchant. On reviendra peut-être là-dessus. Mais voilà, tu l'as très bien dit, c'est un film qui marche sur des œufs, qui va taper là où ça fait mal. Seulement, je regrette que, bien qu'il mette en avant certaines situations, certains propos et aussi certains actes, eh ben, j'ai l'impression que Dupieux a du mal à dresser un point de vue sur ceci, puisqu'il a un système du moins un dispositif filmique tout à fait intéressant qui va brouiller complètement les frontières entre ce qui est réel et ce qui relève de la fiction dans son film. On développera peut-être plus tard sur son procédé. Mais du coup, la frontière entre le réel et la fiction est totalement gommée par son dispositif filmique. Et du coup, ça permet un peu de faire pour Dupieux un terrain de jeu où il peut tout dire, tout faire en étant excusable de par ce procédé-là. Donc ça amène quelques dérives qui peuvent paraître maladroites et qui surtout, et ça je le comprends très bien, peuvent déranger une partie des spectateurs. Donc voilà, c'est un sujet très délicat au final, ce deuxième acte. C'est ça, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que tout est explicable, donc potentiellement excusable selon l'analyse qu'on va en faire, et Dupieux il joue là-dessus. Et là-dessus, c'est un fucking genius, hein, comme il le dit à travers le personnage de Jonathan Lambert dans Réalité, parce qu'il y a quand même beaucoup de réalité aussi là-dedans, où aussi on sait plus trop où on habite, comme les personnages. Là, c'est le spectateur qui est lâché un petit peu dans ce mix de réalité et de fiction. Et c'est pour ça qu'à la fin, je suis sorti de là en me disant, mais ouais, c'est dur, il y a des trucs, je comprends que des gens vraiment en mode, presque certains ont voulu quitter le film, j'imagine, au bout de 10 minutes. Attention, restez bien dans le film, il faut aller au bout. Ça peut être compliqué par moment de rentrer dedans, et c'est vrai que moi, pendant un moment, j'étais là en me disant, oui, mais tu vois, quand tu connais bien Dupieux, et bon, je me targue pas d'être le spécialiste de Dupieux en France, mais quand même, j'ai parlé de tous ces films, je les ai tous vus 2 ou 3 fois. On voit un petit peu comment il déroule son truc. Oui, il veut taper. Et c'est pas nouveau non plus, parce que quand on voit Yannick ou même Fumer fait tousser, alors c'est plus subtil et plus diffus, on va dire, enfin surtout Fumer fait tousser, mais on voit déjà qu'il essaye de triturer des trucs. C'est assez récent, là, il revient un peu là-dessus dans son cinéma récemment, notamment sur son rapport à l'art ou la technologie. Ça, il faudra qu'on y revienne aussi. Mais en même temps, on a ce Dupieux qui nous perd. Et là, en fait, on va en parler, on va bientôt y rentrer dans la zone spoiler, mais sur la mise en scène, déjà, il joue comme jamais il l'a fait avant, peut-être depuis Non-Film d'ailleurs. C'est la première fois qu'il joue autant avec l'espace, dans le sens, le mouvement plutôt. Il y a du cinéma en mouvement, là, c'est-à-dire que vraiment, on suit des personnages qui marchent, qui discutent, qui marchent, et ça dure, presque des plans séquences. C'est quand même de mémoire dans Dupieux, depuis Non-Film en fait. On n'a plus vraiment vu ça dans son cinéma. Peut-être Rubber, un peu en suivant le pneu, par exemple. Mais il laisse durer ses plans. Alors, bien sûr, c'est bavard. Hein. Ça ne fait que parler tout le temps, ou pratiquement, sauf au début et à la fin, d'ailleurs, quand on y pense. Et il suit. Et nous, il nous fait rentrer là-dedans. C'est vrai, la façon dont il filme les personnages, en marchant près d'eux, en étant très proche d'eux, il les filme presque un poil en contre-plongée, mais pas trop, et très proche. Il les filme comme des acteurs, quoi, avec leur ego, avec leur verve, avec leurs doutes. Là, on sent qu'il aime ces acteurs, mais en même temps, il a envie de les triturer. Il a du mal il les ménage pas. Et moi, je trouve déjà, j'ai envie de saluer les performances d'acteurs et d'actrices parce que ils se sont risqués à jouer ces rôles-là, qui sont presque des autodérisions d'eux-mêmes. C'est quand même un exercice qui est particulier, que même leurs agents peut-être ont pu dire à un moment, fais attention à comment tu abordes le truc. À un moment, il y a une scène au téléphone avec un agent, par exemple. Voilà, il y a presque là-dessus une réflexion même sur ce qu'ils font là au moment où ils tournent. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus avant d'aller dans la zone spoiler. Actrices et acteurs là-dessus, ils se font plaisir, mais ils se font du mal aussi quelque part.
Ouais, c'est un film très douloureux, hein. Même pour les acteurs. Pour remettre un peu nos auditeurs dans le contexte, Dupieux, il a, pour la première fois, j'ai envie de dire, un casting, XXL avec de grosses têtes d'affiche, en particulier du cinéma français, hein. Raphaël Quénard qui l'utilise pour la 3e fois maintenant, il me semble, qui est l'une des têtes, montantes du cinéma français récemment césarisé. Mais il a également Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon. Bref, un énorme casting dont on n'a pas l'habitude de voir chez Dupieux. Et ce qui est intéressant dans son dispositif, c'est que chaque acteur incarne un personnage qui joue la persona finalement des acteurs. Et donc ça, c'est très intéressant. Et ça ouvre un terrain de jeu sur lequel on voit très bien que Dupieux s'aventure, puisque Dupieux a toujours aimé jouer avec ces personnages comme s'il s'agissait de marionnettes qui pouvaient venir tourmenter. Mais ici, c'est vraiment sur un plan psychologique et presque intime, en fait. Par exemple, sans entrer dans la zone spoiler, mais Léa Seydoux va en prendre beaucoup pour son grade, hein, comme beaucoup d'autres comédiens. Et au final, ça donne un film très bavard, parce que, bon, il y a beaucoup de grands procédés de mise en scène. On en parlera en partie spoiler, je pense, mais c'est un film très bavard, et pourtant, c'est aussi un film très dynamique. C'est-à-dire que des films bavards, Dupieux, il en a fait, hein. Il a fait Au Poste, qui est pour moi le film le plus bavard avec réalité, mais pour autant, ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus dynamique que d'habitude. Et pour moi, le fait que ces dialogues sont exécutés par des comédiens très dynamiques, qui sont aussi très incisifs entre eux, puisque voilà, on est sur un film qui se veut un peu être violent vis-à-vis du statut de l'acteur. Et ben, on entre dans quelque chose de vraiment très dynamique, très incisif. On revient sur ce côté très radical qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir chez Dupieux, ou du moins qu'il avait perdu dans ses derniers films, hein. C'est Ouais. aussi ce qu'on peut regretter, par exemple, par rapport à Yannick, c'est que ça tape dans la fourmilière, mais seulement du bout de l'orteil, quoi. Là, c'est beaucoup plus poussé, beaucoup plus incisif, au point où ça pourrait même déstabiliser les fans que nous sommes de Dupieux, puisque Bah, je pense que c'est aussi ça qui nous a choqués. On n'attendait pas forcément Dupieux sur ce registre-là. Mais bref, c'est une grande démonstration d'acteur, et ça montre que il peut être polyvalent avec ses castings, c'est-à-dire nous sortir des comédiens assez peu connus, comme il a pu le faire plusieurs fois dans sa carrière, mais en même il le temps, fait, il est il capable le de... fait. Ah Il oui, il le le fait fait parce même que dans le deuxième acte. Manuel Guillot, on le connaissait pas, et il a tout pour être un bon acteur d'avenir, hein. C'est d'ailleurs très intéressant l'utilisation d'un acteur anonyme parmi les rôles principaux, mais on y reviendra après. Mais là-dessus, tu as mis le doigt, hein, sur le dynamisme, c'est bavard, les dialogues. Il y a cette idée un peu du cinéma, alors à la Buñuel, mais ça on y reviendra après, un peu à la Bernard Blier, à la Bertrand Blier, pardon. Je confonds toujours le père et le fils. Bertrand Blier qui tapait dans l'art aussi, mais qui avait l'amour des dialogues, et qui ne prenait pas de pincettes dans le politiquement correct. Là, c'est clairement ça aussi, de toute façon. Une Et, certaine forme de théâtralité. et voilà, exactement ça. On est ici dans du théâtre, mais du théâtre en mouvement. Parce que, bon, le deuxième acte, c'est un titre théâtral. Alors, c'est le nom du resto, ok. D'ailleurs, dès le début, l'enseigne s'allume, hein, comme si le rideau tombait, en fait. Il y a cette idée-là. Et il nous fait du Et théâtre c'est un à la fin. filmé, et c'est à la fin, et tu as du théâtre filmé cinématographique en mouvement. C'est-à-dire qu'il va mélanger, c'est l'un des films, en tout cas récemment que j'ai vu, qui mélange le mieux le théâtre et le cinéma. Bah, comme Buñuel avec le charme discret et la bourgeoisie, hein, d'ailleurs. C'est un peu l'idée quand même. Et au Poste, il y avait ça aussi, évidemment, hein, sur la finalité. Et c'est mais bon, Yannick, of course, obviously, hein, comme le dirait des personnages à la Audiard qui essayaient de parler anglais avant. Mais sérieusement, on est dans ça. Il a une obsession théâtrale et de raconter des histoires du pieu à travers son cinéma. Parce que Fumer fait tousser, par exemple, c'était des mises en abîme d'histoire dans l'histoire. Yannick, c'est du théâtre sur la. Bah, c'est une pièce de théâtre qui est prise en otage. Et Dali aussi. Au Poste Dali, il y a une aussi. idée. Tu parlais au Poste, et Dali, tu parlais de persona, etc., où il va dans la psyché d'un Dali en le multipliant sur des acteurs qui font ressortir leur talent le plus grand pour interpréter Dali. Enfin, ça dépend lesquels, parce que c'est un peu inégal par moment. Et en fait, on est vraiment dans une logique dupieusienne récente et originelle aussi, avec donc non-film notamment, le côté un peu
en extérieur quand il y a les scènes, donc façon rubber et tout, et réalité pour le mélange. Enfin, c'est du pur, du pieux. De toute façon, on peut mettre des liens dans tous ces. Enfin, c'est comme d'habitude. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que les gens commencent à en avoir marre aussi. Je peux comprendre ça. Moi, ça me fascine toujours. Mais l'idée de la dupieux fatigue, on en parlait en privé, que de le voir tous les 6 mois faire quasiment le même film, quasiment, ou plutôt d'être dans cette boucle. C'est une boucle qui continue de creuser. Le cinéma de Dupieux, c'est ça. C'est d'imaginer une boucle qui avance et qui parfois creuse et qui peut s'enfoncer pour certains dans des abysses du non-intérêt total, ou pour d'autres, parfois, nous par exemple ici, hein, enfin de façon mitigée peut-être un peu plus pour toi, s'enfoncer dans des galeries précieuses qui nous font ressurgir d'autres joyaux. C'est un peu là ce film. Hein. C'est-à-dire que là, il y a 2 chemins qui vont s'ouvrir à vous. Si vous prenez l'un ou l'autre, vous allez soit ressortir de là impressionné de certaines choses, soit le rejeter Vous pouvez être au milieu aussi, évidemment. On peut avoir de la nuance, encore heureux. Mais c'est un film, on peut en parler pendant des heures. On va pas le faire là, mais on n'a pas fini d'en parler. Je sais pas ce que tu en penses, mais la zone spoiler s'impose là, non? Ouais, je pense, mais je reviendrai sur un truc qui me paraît important d'insister avant. Ce serait de montrer qu'en fait, le deuxième acte, c'est aussi un film, triangulaire qui joue entre, bah, les habituels, comment dire? Les habituels, élans esthétiques de Dupieux, mais également sa grande inspiration pour le cinéma de Buñuel qu'on retrouve à de multiples reprises dans sa filmographie et dont on aura une citation quasiment directe et peut-être même inconsciente de la part de Dupieux. Et en même temps, le troisième axe qui s'ajoute à ça, bah, c'est une certaine forme de radicalité. On en parlait tout à l'heure. Et je trouve que c'est un mélange de trois choses qu'au final, on voit toujours séparément dans la filmographie de Dupieux, mais jamais ensemble. Et c'est une sorte de film synthétique de tout ce qu'il a déjà proposé par avant, qui peut peut-être donner naissance à un après, à une évolution dans le cinéma de Quentin Dupieux, qui pourrait s'avérer bienvenue. Ouais, on ouvrira là-dessus, mais ça pourrait être son dernier film, ce serait pas étonnant, ça le sera pas. Mais derrière, s'il continue la même boucle, je pense qu'il a creusé au bout là. Déjà, Dali en était à la limite. C'est vrai que là, on peut se poser la question de savoir où il pourrait aller s'il ne change pas un peu. Ça sera intéressant de voir ce qu'il a prévu après. Mais oui, pour finir, avant la zone spoiler, triangulaire, enfin bon, triangulaire un peu, mais beaucoup de duos dans le film. Ça fonctionne souvent par des dialogues à deux. C'est intéressant, par des scènes à deux, dont une un peu gênante aux toilettes, hein, sur laquelle on reviendra. Mais enfin, ce qui est dans une diégèse particulière. Là encore, là aussi, il va falloir faire attention à un point, c'est que les révélations du film, arrivées à un certain point, expliquent certains malaises selon moi. C'est là-dessus justement qu'il va y avoir une division parmi les gens qui auront ressenti le film de façon positive ou négative, je pense. Et on va y arriver là. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions aussi très négatives et franchement très compréhensibles concernant le deuxième acte. Donc écoute, je vais ouvrir la zone spoiler, l'histoire que l'on puisse aborder correctement et de façon complète le deuxième acte, qui est en final, malgré son côté très clivant et très provocateur, un film assez riche. Oui, rentrons dedans, plein pied. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est en fait? Voilà, je vais essayer de rebondir là-dessus. C'est un film méta mis en abîme, même doublement mis en abîme, parce que c'est un peu compliqué. L'histoire de la Florence qui veut présenter son petit ami à son papa, machin, et le petit ami il en veut pas, donc il y a son meilleur ami, il veut lui fourguer. Ça n'a aucun sens. Déjà, le scénario de base n'aurait aucun sens, c'est un peu bizarre. Ça fait un peu d'ailleurs old school. Truc qu'on ne fait plus trop maintenant. D'ailleurs, le personnage de Vincent Lindon le dit, hein, il a l'impression de tourner dans une daube abyssale, etc. Et donc, au fur et à mesure que le film commence à se dérouler, les acteurs interrompent ce tournage et se disent non, c'est pas ça, tu joues pas bien, machin, arrête, j'ai pas envie de jouer, là, le personnage de Lindon veut se barrer, machin. Et en même temps, alors ça, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il y a le tournage, on a l'impression qu'ils sont en off, mais qu'ils sont en même temps sur le tournage. C'est-à-dire, ils discutent, ils jouent la scène. Puis à un moment, regarde, dès le début, le personnage de Vincent Garrel dit au personnage de Quenard, mais regarde, on est filmé et tout, là, tu te rends compte de ce que tu dis aux gens? C'est-à-dire qu'elle a conscience, ils font un film, mais en même temps qu'ils interpellent les spectateurs, qui ne sont pas forcément nous, mais ceux qui regardent le film dans le film, ou qui regarderont le film dans le film. Donc il y a tout ce bazar, on perd pied, ça n'a aucun sens, on est dans l'absurde absolu. Et en plus, rajoutons une couche derrière, avec l'histoire du serveur stressé qui va se suicider, c'est horrible et tout. Et ben ça, c'est encore un film, en fait. Ce qui est terrible, c'est que
un film dans le film dans le film, et derrière, donc, les personnages qu'on voit là, ils vont se transformer en vrais acteurs de leur réalité là-dedans, très différemment. Et c'est pour ça que tout ce qu'on voit dans le film, au moment où il y a une révélation, comme quoi c'est un métrage tourné par l'intelligence artificielle, technologie du pieu, tout ça, là, voilà, et ben, à partir de cet instant, on se rend compte de tout ce qu'il y avait avant était juste dans le film, en fait. Enfin, je sais pas si tu as interprété ça comme ça, mais ce qu'on voit aux toilettes, et le personnage de Léa Seydoux qui parle à sa mère et tout, ça fait partie du film de l'intelligence artificielle, en fait. Ouais, tu parlé de film dans le film et c'est un peu ce dont on s'attendait, aux premières, réceptions des premières images du deuxième acte. Mais moi, j'aurais pas parlé de film dans le film. Au contraire, je trouve que c'est, pas vraiment ça son concept. Je trouve qu'il a plus, en fait, créé des personnages, omniscients et conscients qu'ils sont, justement les personnages, d'un film et que donc, à l'instar d'un Deadpool, désolé pour cette, référence Ah, foireuse, et ben, ils vont, briser le 4e mur. Donc, alors oui, donc, en ouais, fait, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais intelligence artificielle, moi je me dis, elle a généré des trucs, des tropes, des habitudes, des tics chez des acteurs et des réactions et des critiques, parce que même ça cite presque des trucs de critique par moment, et tu as l'impression, moi je vois ça vraiment comme un film généré par intelligence artificielle, qui reprend des clichés, qui reprend même les clichés des acteurs détestables qui peuvent être, et qui balance tout ça dans un film dans un film. Moi je l'ai vu vraiment comme ça. Une intelligence artificielle qui a essayé de faire un film généré en mode méta. C'est l'intelligence artificielle Dupieux. C'est Dupieux qui a déjà fait des films méta, films dans le film. Il a déjà fait ça, mais en mode intelligence artificielle qui reprend plein de clichés et tout. Et il s'en amuse, Dupieux, de ça. Parce qu'on lui a reproché de faire trop de films et que c'est toujours un peu la même chose. Là, il s'est mis dans la peau d'une intelligence artificielle et il dit bon, allez, on va pousser le délire. Et du coup, il a mis tous les clichés des réactions des gens. Donc, d'un côté, des gros réacs qui disent des grossièretés sur toutes les minorités possibles. D'un autre côté, les fameux bien-pensants, entre guillemets, machin, mais qui par derrière, peut-être, sont pas très, on va dire, honnêtes. L'actrice qui a rien pour se plaindre, mais elle se plaint quand même. L'acteur qui rêve d'une carrière à l'américaine, l'autre qui est jaloux. Celui qui veut écraser l'autre en traitant le vieux de has-been. T'as tous ces clichés-là, en même temps dans le cliché de l'intrigue. C'est pour ça que j'ai un peu... C'est intéressant en interprétation aussi. Mais pour moi, on va au-delà du Deadpool. On va juste dans un bah, délire oui. où t'as l'impression que Dupieux même, on se demande si pour écrire son scénario, il n'a pas vraiment testé un truc avec l'intelligence artificielle avant, et après il l'a réécrit bien sûr à sa façon. Ça serait presque pas déconnant en fait. Bon, évidemment qu'il l'a écrit lui-même, le film. Mais je sais pas, cette intelligence Ouais, enfin, artificielle me questionne quand même à un moment. je sais pas. Moi, je pense que cette question de l'intelligence artificielle qui réalise le film, je pense que c'est aussi dans cette, dynamique de refléter la persona, comme il le faisait, bah, avec les personnages qui reflètent celle des acteurs. Bah, peut-être qu'ici, c'est, refléter la persona de Quentin Dupieux, le réalisateur lui-même, donc réalisateur, du film Ouais. et je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché à Dupieux aussi, c'est-à-dire de souvent dire que ces films peuvent être écrits, par une intelligence artificielle parce que, soi-disant et des fois c'est un peu vrai, ne saurait pas conclure un film et puis, il aurait une certaine gratuité dans la redondance de certaines choses. Donc finalement, comme si il instaurait, à ses personnages la persona de ses acteurs, bah, il incarne au personnage de l'intelligence artificielle la persona de son réalisateur. Donc pour moi, cette notion de film dans le film, elle n'apparaît pas vraiment. Du moins, le seul moment où elle apparaît, c'est-à-dire que, pour moi, on est constamment dans un espèce de brouillage entre le réel et la fiction. Mais le seul Ouais. moment où on peut parler de film dans le film, eh bien, c'est les moments où, la musique apparaît, puisqu'il y a une seule forme de musique, et elle apparaît au moment où, les acteurs vont jouer leurs répliques comme s'ils étaient, vraiment en train de tourner. Et ensuite, une fois qu'ils interrompent leur dialogue pour, finalement reprendre leur discours un peu méta, cette musique, s'arrête. Donc ça montre bien que la dimension de film dans le film, bah, elle existe, mais elle existe uniquement au travers de ce trope de mise en scène, qui est, l'apparition et la disparition de la musique. C'est-à-dire que le temps de la musique est le temps du film dans le film, le temps de la fiction et puis, quand on sort de cet espace musical et bien on entre dans, quelque chose qui s'apparenterait au réel. Du moins en première partie puisque, c'est là où l'écriture de Dupieux le rattrape un peu. C'est-à-dire que, pendant tout ce film, on va tenir ce dispositif-là qui est assez intéressant, mais il va y avoir un moment, un espèce de twist
qui va faire qu'au final, ben, c'était, justement les acteurs, qui étaient payés, recrutés par une intelligence artificielle qui étaient en train de faire un film. Donc tout ce qu'on a vu, avant et qui était un concept, intéressant, hein, celui des personnages omniscients, bah, au final mis sous le tapis pour raconter toute autre chose sur, l'intelligence artificielle et sur la place du comédien, sur ce qu'il dit vraiment. Je trouve ça assez vain et c'est là où je trouve il y a une rupture dans le film qui pour moi ne marche pas trop et c'est l'une des Mmh. problèmes de l'un des problèmes de Dupieux justement. Je disais avant que certains lui reprochaient de ne pas savoir conclure de film. Bah, j'ai un peu l'impression avec que c'est ça finalement. Il a créé ce twist pour, conclure son film parce qu'il y avait plus aucun enjeu à développer, parce qu'on avait fait le tour, on était arrivé à la fin de cet espace, comment dire, cet espace flou entre réel et fiction, donc il fallait conclure et pour ça, ben voilà, il a fait un twist un peu sorti de son chapeau pour, bah voilà, amener quelque chose de nouveau, amener un nouveau discours qu'il ne peaufinera pas d'ailleurs, hein, parce que bon, Dupieux, malgré tout, n'a pas l'air de donner beaucoup de points de vue, hein, sur certaines choses, hein. Il va, par exemple, être assez contestataire, du moins ses personnages vont être assez contestataires de la cancel culture notamment et et même si c'est intéressant de mettre ça sur le devant, surtout quand on ouvre Cannes avec un tel film, bah, c'est intéressant aussi de donner son point de vue et ça Dupieux, ne le fait jamais. Donc c'est un peu là où on touche les limites d'écriture du cinéma de Dupieux selon moi. Ouais, tu parlais de la persona Dupieux, clairement, clairement. Alors à travers l'AI ici, peut-être, ça c'est un truc, il y a que lui qui peut y répondre, mais c'est pas la première fois. Déjà dans Le Dain, il y avait la persona Dupieux de toute façon, avec le personnage d'Adèle Haenel qui, voilà, qui était monteuse, le personnage de Dujardin qui décide de faire un film, sachant que Dupieux il monte toujours ses films, il y a tout un truc là-dessus. En réalité, il y a déjà ça. Le personnage d'Alain Chabat, c'est un petit peu Dupieux quand même aussi beaucoup. Il y a toujours un peu il y a toujours un peu de Dupieux dans ces films. Là, il revient à ça aussi surtout. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ouais, le twist, bon, pour moi, tout est clair sur un certain point. On est vraiment dans la réalité à la fin. On pourrait en d'ailleurs, on pourrait en douter Sur la dans toute le fin. sens où, là, toute fin, mais voilà, une fois qu'ils arrivent avec leurs ordinateurs, où tu as le réalisateur AI, limite, il aurait dû se mettre en tant qu'avatar de l'intelligence artificielle lui-même, Dupieux. Bon, ça aurait été peut-être un peu too much, mais à partir du moment où justement on voit que c'est une AI, etc., pour moi, on est dans la réalité, dans cette réalité-là, qui n'est pas la nôtre, de toute façon, puisqu'on ne fait pas encore des films comme ça. Enfin, du moins, je l'espère. Du moins, si c'est le cas, c'est secret. On pourrait se poser la question de certains blockbusters, mais passons. Et quand on y pense, bon, déjà, je pense qu'ici, Dupieux, il a beau dire, d'ailleurs, il le dit dans ses déclarations, que non, c'est du divertissement, n'y voyez pas trop de politique, n'y voyez pas trop d'analyse et tout. Moi, je pense que c'est peut-être pas du pipeau, j'en sais rien, ou c'est un coup de com', ou j'en sais rien. Je ne vais pas lui prêter des mauvaises intentions, mais je pense qu'il y a beaucoup d'inconscient, de subconscient qui joue. Enfin, je ne vais pas faire la psychanalyse de Monsieur Dupieux quand même, mais à force de tous les films qu'il fait à chaque fois, si c'est à chaque fois de l'esbrouf, du troll et tout, c'est quand même c'est extraordinaire quand même de faire du troll comme ça. Enfin, il y a un moment, il faut creuser un petit peu ce qu'il y a derrière, c'est pas possible. Et là, je pense qu'il veut aussi montrer une petite peur qu'il a vis-à-vis pas des producteurs ou des acteurs et tout. Ça, bon, il en rigole, on peut l'imaginer, mais qu'un jour l'artiste soit remplacé par des algorithmes et des intelligences artificielles. Peut-être qu'il y a un peu cette peur-là, cette peur de la technologie entre guillemets, qu'on voit dans les films, enfin son côté un peu négatif des fois de la technologie, ou son absence, ce qui est assez paradoxal, parce que en termes de musicien électronique, la technologie, il l'a utilisé à fond très tôt. Donc c'est ça qui m'amuse beaucoup aussi. Et pour revenir à la fin, il y a de l'ironie, mais maximale sur le fait qu'on soit dans la réalité. Déjà, première ironie, il retourne des codes détestables des personnages du début, parce que quand même, les personnages de Quenard et de Lindon sont absolument homophobes, tout ce que vous voulez, ils respectent rien, quoi. Hein. Ça dit des trucs, voilà, on se croirait au bar du PMU, quoi, hein, grosso modo, dans leurs propos. Et à la fin, dans la vraie vie, ces deux qui ont joué des homophobes sont en couple. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est le personnage de Lindon qui, sortant de la fiction, remet la moustache de sa réalité. Ça n'a aucun sens. Il renverse le truc, il inverse l'épaule ici
Dupieux. Alors, il va pas nous rentrer dans un monde à la Jean Baudrillard non plus à la fin, même si le discours de Louis Garrel final pourrait nous faire penser à Matrix, clairement. Ça, on va y revenir. Voilà, j'ai cité Jean Baudrillard, c'est petite dédicace à l'ami le bûcheron du cinéma, parce que là, on va citer du Baudrillard à chaque podcast, c'est obligatoire. Mais pour rester sérieux, à la fin, Lindon, il remet la moustache. Il a tourné dans un film qui s'appelle La Moustache, hein, il y a 20 ans. Donc c'est voilà. Bon, de toute façon, il y a plein de clins d'œil sur voilà Léa Seydoux qui pleure beaucoup parce que on lui reproche ça. En plus, elle vient d'une famille soi-disant voilà aisée qui l'aurait mise dans le métier là, se prend la tête avec sa mère. Enfin, il y a du délire là-dessus. Bah, elle s'appelle Seydoux, quoi. Ouais, non, bah, voilà. Et puis t'as du oui bah oui forcément c'est son grand-oncle, je sais plus ses noms, enfin Monsieur Pâté quoi. Et à la fin, Lindon, donc il met cette moustache, donc on revient dans la réalité, et en fait, on met des artefacts, il met un masque pour revenir dans la réalité, et il est en couple avec Quenard. Et donc, du coup, là, à la fin, tu te dis, bah, en plus, il y a presque un côté poétique, drôle, sur leur couple. Voilà, quand il le demande en mariage, mais non, il déconne, il veut juste un chien. C'est touchant. Moi, sur ce moment-là, ça faisait longtemps que j'avais pas été touché dans le cinéma de Dupieux. Faut pas dire que c'est un cinéma très émotionnel, le cinéma de Dupieux. Et en fait, j'ai été touché un petit peu, pas à la hauteur, mais pas loin, de la fin de Yannick, où il y a le personnage de Yannick qui pleure quand il a sa création, qui se met en place et tout. Et il y a quelque chose de fort. Et après, alors, l'ironie absolue, on est dans la réalité, clairement. Et t'as le personnage de Louis Garrel qui dit à Léa Seydoux, non mais en fait, notre réalité, c'est la fiction. Et tous les rêves et tout, c'est la réalité. Et là, tu as un discours quasi Matrix. C'est un moment, tu te dis, il va nous sortir, mais en fait, on est dans une matrice, voilà, etc. Mais non. Et là c'est de l'ironie, parce qu'à un moment, on se dit, oulala, Dupieux, il va nous refaire un twist. Là, j'étais en mode, oh, non, on est bien, c'est bien, finis ton film là-dessus. Et à un moment, même que Léa Seydoux, elle interpelle, soi-disant, un gars du son. Elle pointe le doigt. À un moment, je me suis dit, mince, ils vont nous faire intervenir le gars du son, ils vont nous remettre dans un méta. Mais non, en fait, c'est presque un faux clin d'œil. Il parle du gars du son, du film qui vient de tourner. Et on reste vraiment dans la réalité. Sauf que dans cette réalité-là, qui pour Louis Garrel est de la fiction, donc il est dans sa théorie philosophique, eh bien, dans cette réalité-là, l'acteur donc figurant qui a joué le serveur maladroit, stressé, qui va se suicider, tout ça, qui essaye de sociabiliser avec les gars du milieu, notamment le couple Lindon-Quenard, mais qui se fait rabrouer, hein, parce qu'on n'oublie pas que les acteurs, s'ils sont bien placés, ils ont la grosse tête, donc ils se mélangent pas avec le petit peuple non plus. Eh bien, le gars, là, il va vraiment se suicider en vrai dans la réalité. C'est là-dessus que le film s'éteint, avec la fin avec l'enseigne deuxième acte qui se termine, et ça se termine de façon très sombre quand même. Avant qu'on arrive à la toute fin, on va garder pour la conclusion, cette fameuse toute fin qui bat un record du monde. Mais je sais pas ce que tu as pensé, toi, du coup, ce retour à la réalité, avec le personnage de Louis Garrel qui se croit dans la fiction, voilà, qui vit dans une fiction. Et c'est vrai, en plus, ce qui est terrible, c'est que c'est drôle. Ce qu'il dit, c'est vrai, puisque ce qu'on le voit là, c'est une fiction, donc il a raison. Et je sais pas ce que tu as pensé de tout ça, au final. Bah, moi je note quand même que, le public, le spectateur et nous, on est toujours en train de se demander dans ce film et comme dans la plupart des films de Dupieux, ce qui relève de la réalité et ce qui relève de la fiction. Et je pense que là, pour le coup, contrairement à ces autres films, bah, Dupieux, il nous donne une réponse, assez claire et assez simple sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas dans son film. C'est-à-dire que pour moi, la réalité, elle intervient au final que dans un seul plan, à un seul moment, qui est le tout dernier. Donc, tu l'as dit, c'est un record du monde qui est battu, le record du plus long travelling et au final, on a un tout dernier plan qui est, relativement long, où on voit la caméra qui, montre finalement les rails de travelling qui sont, au passage, bah, vraiment, à perte de vue, hein. C'est vraiment un record du monde qui est, selon moi, justifié, qui était tenu par Godard auparavant et du coup, la caméra va reculer dans un espèce de travelling arrière et du coup, ce que dit ce plan, au final, c'est peut-être la chose la plus intéressante du film. C'est-à-dire que la seule chose qui est réelle, c'est le dispositif filmique. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu avant, quand bien même, Dupieux avait cassé le mur entre fiction et réalité, bah, tout ce qu'on a vu avant, bah, c'était de la fiction. Même le 2e acte du film, du coup, celui qui suit le twist, bah, même ça finalement, c'était une forme de fiction parce que ce qu'il y a de vrai et de concret dans un film, et ben, c'est Oui. son dispositif de tournage finalement. Donc, j'ai un peu l'impression que, ce que Dupieux essaie de nous dire, c'est que tout ce qu'on a vu avant, notamment les choses les plus abominables, que ce soit, ben, les propos
propos tenus par Raphaël Quenard en début de film avec Louis Garrel, ou bien les actes qu'il commet dans les toilettes avec Léa Seydoux, bah, j'ai un peu cette impression qui me perturbe un peu, de dire que bah, dans tous les cas, la seule chose qui est vraie, c'est le dispositif filmique. Donc tout ce que tu as vu avant, même si c'était horrible, bah, c'était de la fiction. Donc bah, c'est quand même pas si grave. Et moi, je trouve ça un peu dérangeant. C'est peut-être un peu maladroit, quand bien même l'idée de montrer le dispositif de travelling pour montrer que c'est tout à fait réel, bah, je trouve ça vraiment, vraiment honorable, parce que pour le coup, oui, dans un film, le seule chose de concret et de réel, et peu importe le film, que ce soit un Dupieux ou n'importe quel autre projet, la seule chose qui est réelle dedans, c'est son dispositif filmique. Donc ce Ouais. plan, je le trouve honorable, mais du coup, il gâche un peu. Enfin, c'est pas qu'il gâche, mais il confirme que tout ce qui a été dit et fait avant n'a pas vraiment de gravité. Et quand ce qui a été dit avant, eh bien, c'est des insultes homophobes, transphobes et j'en passe, et en même temps, ce sont des actes un peu totalement en fait inappropriés dans les toilettes, bah, tu as un peu l'impression qu'il justifie tout ça. Et je pense que c'est clairement de la maladresse de la part de Dupieux, hein. Je vais pas commencer Non, à dire que c'était volontaire, mais c'est en ça où le film marche sur les yeux et en fait des omelettes, comme tu l'as dit avant. Parce que bah, ça veut vraiment être méchant, et franchement, par moments, ça l'est. Mais voilà, Dupieux, il n'a pas la maîtrise totale de ce qu'il fait, et ça peut perturber, et je comprends tout à fait les réactions très virulentes qu'il y a eu dans les différents discours qui ont été produits après la première projection, donc la projection cannoise, qui a été diffusée un peu partout dans les salles de cinéma, notamment à UGC. Donc voilà, je comprends ces réactions virulentes. Après, on est encore dans une période où le film, et moi je l'ai vu hier, c'est quand même tout frais. Donc je pense que la critique et le spectateur ont besoin aussi peut-être de décanter certaines choses, de décanter le film, un peu comme j'ai dû le faire moi-même. Et pour autant, ça n'excuse pas tout ce que fait Dupieux, parce qu'il y a de grosses maladresses, notamment avec ce plan de fin. Mais, je vois ce qu'il a voulu faire, je vois ce qu'il entreprend, et c'est pas totalement méchant et gratuit, quoi. moi, je vais même aller beaucoup plus loin, en fait. Déjà, la fin, pour moi, c'est peut-être la meilleure et la pire fin d'un Dupieux à la fois. Voilà, là, j'ose le dire, parce que c'est une fin, quand même, d'esbrouf, c'est un gros troll. Tiens, on va filmer les rails du travelling. Ouais, ok. Mais c'est la meilleure fin possible pour les raisons que tu as expliquées. C'est que ça montre la vraie réalité, mais, et là je vais aller plus loin, la réalité de Dupieux. C'est-à-dire que c'est la réalité de son métier, de son côté artiste, et c'est sa réalité à lui. Et là, il y a presque un geste, je pense, pas forcément conscient ou pas, je ne sais pas, où il nous montre que sa réalité, son monde à lui, c'est le cinéma, parce que à force de faire 2-3 films par an, il fait que ça, quoi. Il ne fait que ça. Il doit composer un peu de quelques trucs de temps en temps et tout, mais il ne fait que du cinéma depuis un petit moment. C'est son obsession, il ne peut pas s'arrêter, c'est sa façon de vivre, c'est sa réalité. Et donc, encore plus loin, la réalité du monde social qui l'entoure, j'ai envie de dire, ça ne l'intéresse pas, Dupieux. Et c'est bien pour cela que, sur le plan... Alors, et à la fin de Yannick, on pouvait se poser la question, mais c'est encore en rapport à l'art et à la création, toujours. Mais tout ce qui va être autour, le côté social, techniquement, en fait, il nous montre avec ce film que ça ne l'intéresse pas. Donc le côté politique au sens large, de sortir du médium cinéma pour parler de notre société, pour parler de ce qui va pas bien, etc. Il s'en fiche. Et comme il nous fait un film euh, intelligence artificielle en regroupant quelques clichés, stéréotypes, machin, à droite à gauche, qui malheureusement reprennent des faits graves qui peuvent se passer, voilà, de victimes, que ce soit dans le milieu du cinéma ou pas d'ailleurs, hein, peu importe. Des choses comme ça, des propos réac, homophobes et tout qu'on peut avoir dans la société. Mais c'est injecté ici en mode un peu patchwork du film de l'intelligence artificielle qui a repris ça de façon patchwork. Et du coup, ça donne un côté malaisant parce qu'on le voit à la fin, Dupieux, ce qui l'intéresse, c'est la création, c'est le rapport à l'art, les acteurs, comment il met en scène ses scénarios, machin. C'est ça qui l'intéresse. Sa réalité, c'est le truc
du dispositif filmique où il bat un record. Mais bon, quand on y pense, sur Week-end de Godard, qui était jusque-là le travelling le plus long, il y avait quand même quelque chose dans la diégèse pure de l'intrigue qui était magnifique, hein, une grande scène d'ailleurs. Là, c'est de l'esbrouf. Et ben voilà, il montre que la seule réalité pour lui, c'est celle de la création de l'art et du cinéma, et que finalement, Dupieux, si on doit analyser un petit peu, je pense, son rapport au monde, c'est qu'il s'enferme dans sa création et que le monde extérieur, il ne le regarde pas vraiment. Voilà. Et c'est pour ça qu'il joue avec des acteurs qui jouent des acteurs. Finalement, le vrai monde sociétal, les petites gens et tout, au final, et je vais pas lui en faire le reproche, c'est comme ça, il est comme ça, c'est pas un méchant Dupieux, c'est juste que ça ne l'intéresse, ça ne le passionne pas, et donc, voilà son geste et son discours de cinéma à la fin. Ma réalité finale, c'est le dispositif cinématographique, c'est ma création, c'est mes machins, c'est mon monde burlesque. Je m'enferme dans des univers mis en abîme, machin, truc ça. Donc les trucs sociaux que vous voyez dans mes films, machin, on s'en fout. Moi, c'est la création derrière et faire vivre mes personnages et leur faire leur arriver des bricoles qui m'intéressent. On voyait dans Fumer fait tousser aussi, hein. Dans l'histoire, là, avec soi-disant l'ouvrier, machin, là, qui broyait l'apprenti. Il s'en fichait, c'est de la pantalonnade pour lui, tu vois. Bah, c'est ce qu'il montre là. Donc, est-ce qu'on doit lui en vouloir? On est en droit d'attendre autre chose du cinéma, parce que le cinéma est un art politique. Mais pour Dupieux, le cinéma, c'est la politique de l'art, surtout, je pense. Et oui, du Ouais, je coup, suis c'est assez d'accord. dérangeant, surtout qu'on a un contexte en ce moment dans le cinéma français. Voilà, Judith Godrèche au César, là, récemment, d'autres trucs sur Alain Sard, un producteur. Il y a plein de trucs de Depardieu en mise en examen. Il y a plein de choses qui sont. Mais il s'en fiche de ça. Il préfère en faire un truc dans sa fiction. Et oui, c'est un problème. Mais pour Dupieux, ce n'est pas un problème. Et il est très honnête là-dessus. C'est un cinéma très honnête. C'est un peu embêtant. Mais en fait, il ne triche pas. C'est pas pour autant que Dupieux est un méchant. C'est pas pour autant que Dupieux va être lui-même avoir des propos. On n'a jamais entendu avoir des propos négatifs en tant que tel. C'est un grand enfant qui joue avec son art et sa création, et c'est ça son monde. Voilà. Et cette fin, c'est du vrai grand Dupieux, mais c'est du Dupieux qui nous énerve aussi un petit peu du coup. Pour nous, toi et moi notamment, je pense à l'ami Adam, même l'ami Joe et tout, qui n'ont pas aimé le film, hein, ou pas trop en tout cas, enfin très moyennement ou pas du tout. Ça nous énerve parce que nous, on cherche quelque chose, on cherche un rapport à notre monde, on cherche à ce que ça creuse un peu, et avec Dupieux, ben, on va rester dans une sorte d'univers à la Dupieux, qui nous fascine, donc on l'accepte. Mais peut-être qu'on arrive à une fin de boucle là. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire après. Mais il va pas faire du Stéphane Brisé ou du Justine Triet derrière Dupieux, hein, ça c'est clair, hein. Ouais, je suis assez d'accord. C'est quelqu'un qui a une grande obsession pour la création. Preuve en est, on regarde, chacun de ses personnages, de chacun de ses films, bah, c'est des personnages qui sont tout le temps créateurs d'histoires, un peu comme lui finalement, et du coup ça montre qu'effectivement il s'enferme dans ce milieu du cinéma, même dans son cercle intime, parce que, finalement il est, marié dans la vraie vie, si j'ose dire, à Joanne Le Boru, qui est aussi sa créatrice des décors et de costumes. Donc même sa femme qui partage sa vie intime est elle aussi baignée dans ce monde un peu, fabuleux du cinéma dans lequel il s'enferme. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une obsession pour la création, et j'ai l'impression que ça restera comme ça, tout le temps. Je pense qu'il est vraiment incapable de se référer à autre chose que l'intérieur même du cinéma, et donc de raconter quelque chose de social, voire de politique sur la société. La seule chose qu'il peut faire, et c'est un peu, j'ai l'impression, ce qu'il a essayé de faire, ici, bah, c'est de raconter la société du cinéma en parcourant finalement toutes les problématiques à laquelle elle est liée, que ce soit celle du MeToo. Alors après, est-ce que c'est réussi ou pas? Je pense que chacun, peut se faire son avis. J'aurais tendance à dire qu'effectivement, il marche sur des œufs et pour les briser. Mais en tout cas, il dresse le portrait non pas de la société, mais de sa société, qui est celle du cinéma, et en particulier du cinéma français. Et je pense que c'est quelque chose d'assez audacieux d'oser, ouvrir le festival de Cannes avec un tel film, hein, de quelqu'un qui est terré dans ce cinéma français, qui abrite et qui fournit aussi le cinéma de Cannes, enfin le festival de Cannes, pardon, et donc voilà. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dans le
fait que tous les personnages de Dupieux sont des créateurs d'histoires. Jamais chez Dupieux, un personnage principal ne jouera un autre personnage, qui jouera enfin plutôt un autre métier, que celui de créateur, soit, eh ben, de théâtre comme dans Yannick ou bien de cinéaste comme dans Réalité ou d'acteur comme, bah, ici dans le 2e acte. Donc c'est finalement, oui, quelqu'un qui consomme énormément de cinéma et qui régurgite aussi, ses inspirations, notamment Buñuel, hein, qu'on a vu de manière très transcendante dans, Au Poste avec, cette fin qui rappelle le charme discret de la bourgeoisie. Mais le charme discret de la bourgeoisie, ben, on va le retrouver aussi pour moi dans le 2e acte avec justement cette forme de travelling au bord d'une route assez déserte où, 2 personnages déambulent sans jamais croiser une seule, voiture en mouvement. C'est finalement un peu la fin, du charme discret de la bourgeoisie qu'on retrouve ici. Et je trouve que Dupieux finalement, que ce soit conscient ou non, va toujours dans son cinéma, même dans Dali. Bah, dans Dali, il va d'ailleurs citer, très littéralement Buñuel puisqu'un personnage va incarner Buñuel, donc voilà. Mais il va citer Buñuel et ses autres références, cinématographiques en questionnant toujours finalement et je pense que ce sera le maître mot de ce podcast, Ouais. la scission entre le réel et la fiction. Comme dit, il a cité Matrix, qui est quand même un peu le film dominant Absolument. dans cette réflexion. Donc je pense qu'on pourrait même, conclure par dire que Dupieux, finalement, il aurait peut-être eu sa place, parfaitement dans les années 90 qui sont, Bien sûr. qui est une décennie, ancrée dans la perception du réel. On pense à Truman Show, on pense à Matrix et on pense, à L'Armée des 12 singes. Bref, à plein de films qui, je pense, sont dans, la la filmographie de cœur de Quentin Dupieux. Donc Même voilà, avant. je pense que je conclurai là-dessus. Même avant, hein, parce que ses films préférés, c'est les films des années 80, 70, voilà, et il s'en cache pas. Donc il fait un film à l'ancienne, il fait un film, comme le dirait notre cher ami microciné Samir, qu'on salue s'il passe par là, il m'en voudra pas que je le cite, mais un cinéma de papa. C'est un peu ça. Il est dans cette... Et du coup, il y a un côté anachronique aussi dans ses films tout le temps, tout le temps. Et même s'il met la nouvelle technologie là, qui renforce un peu l'anachronisme de son délire. Et j'ai envie d'ouvrir et de conclure aussi sur un truc, c'est que il fait ça et tout, mais il n'est pas le seul. Dans le cinéma français, en ce moment, on triture beaucoup des films sur le cinéma. Là, on a pensé à Couper, hein, le remake de Michel Hazanavicius du film Ne coupez pas japonais, là, qui quand même questionne beaucoup la production, le tournage, machin et tout. C'était bon, c'est un peu comme le film japonais quand même, hein, évidemment, mais à la française. Cette année, il y a eu Making of de Cédric Kahn que j'ai rattrapé là il y a pas longtemps et qui parle aussi d'un tournage avec un parallèle social, plus social pour le coup, mais bon, pas forcément plus abouti. Et puis là va sortir Marcello Mio la semaine prochaine de Christophe Honoré, où vous allez avoir du Catherine Deneuve, Lucchini, Benjamin Biolay, Nicole Garcia qui jouent eux-mêmes, et Chiara Mastroianni qui joue son père, enfin plus ou moins. Donc on est dans des délires de métafiction, là, ça y est, c'est en train d'exploser. Est-ce que ça va être la mode à la française telle que le biopic musical est à la mode sur le cinéma américain? J'en sais rien. Bon, je balance ça comme ça, évidemment. C'est à moitié pour rigoler, parce qu'il n'y a pas que ça, heureusement. Encore heureux, c'est très varié le cinéma français et le cinéma international au sens large. Mais ouais, je te rejoins sur la conclusion. Je pense que il va atteindre un point de non-retour depuis un moment. Voilà, c'est beaucoup de gens commencent à le qualifier entre guillemets. Hein. C'est pas notre cas. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas mon cas pour l'instant, mais dans l'équipe, il y en a certains qui commencent un petit peu à le qualifier de fraude entre guillemets, hein, gentiment, parce qu'il fait toujours la même chose et que ça commence à énerver et qu'en plus, selon certaines personnes, il le fait là très mal ici. À terme, il en perd des gens au fur et à mesure, aussi bien, là, toi, tu es à la limite, tu es entre deux quand même, et aussi bien, dans 2-3 films, moi aussi, il va me lâcher. Hein. S'il continue dans cette verbe, là, je pense qu'il commence à avoir tout dit. Je disais ça pour Dali quand même déjà, mais bon, là, je pense qu'à la fin, il y a une forme de presque indirect suicide professionnel avec ce film, avec son personnage là, du serveur figurant qui se suicide. J'ai un peu l'impression que là-dessus, il veut mettre fin à quelque chose. Ou alors, s'il continue dans le même délire, enfin vraiment, bon, il y aura toujours du Dupieux, il y aura toujours un peu de mise en abîme, fiction, rapport à l'art. Mais si vraiment ça continue à se répéter, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va faire un film d'animation un jour peut-être à la rigueur, pourquoi pas? Avec une intelligence Oui, il peut se artificielle. lancer dans le théâtre. Ouais, mais il peut faire des pièces de théâtre, mais en même temps, oui, il peut. Mais je pense qu'il continuera à faire des films tant qu'il peut en faire. Hein. Mais qu'est-ce qu'il va raconter maintenant, à terme?
je sais pas quel sera son prochain. Il y avait un film qui devait s'appeler Braces. Je sais pas s'il est toujours d'actualité, où il tournerait avec des acteurs anglophones. Bon, il va peut-être revenir à un Wrong et tout. Il va peut-être revenir au début. Il va peut-être faire une boucle vers des films plus proches du début de sa carrière, mais ce sera pas forcément une marche en avant. Mais de toute façon, je pense pas qu'il faille attendre une marche en avant dans le cinéma de Dupieux en termes de progrès de vision artistique, si tu vois ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui est dans sa boucle. Et à un moment, bah, à faire 2 films par an, à être dans sa boucle, ça a beau être fascinant parce que c'est un génie de beaucoup de choses. Ouais, je pense qu'il va falloir accepter que ça commence à se terminer, le cinéma du Et puis même aussi, peut-être on ne sait pas, mais peut-être qu'il se dit, voilà, de toute façon, il l'avait dit, je crois, dans une interview, il n'y a pas si longtemps que ça, que tant qu'il peut faire des films, il en profite, parce qu'il sait que à un moment, soit il va saouler les gens, soit il ne pourra plus ou il n'aura plus envie. Donc, ouais, peut-être que lui-même, il teste en fait. Il continue à faire des films et il teste la patience des spectateurs et des critiques. Et peut-être qu'à un moment, ça va rompre. Peut-être. Peut-être que là, il teste ultimement. Et avec son prochain, il va encore plus nous tester. Et à force de tester, il finira par être détesté. Mais lui, il s'en fiche parce qu'il aime ce qu'il fait. Et il est honnête avec ce qu'il fait. Donc, finalement, c'est un artiste total, Dupieux. C'est-à-dire qu'il s'en fiche de ce que les gens disent sur ses films. Il s'en fiche des analyses sur ses films. Enfin, c'est ce qu'il prétend. Voilà. Bah, s'il nous écoute là, c'est un peu voilà. S'il est tombé sur ce podcast et qu'il est arrivé au bout, ça veut dire que M. Dupieux, vous en fichez pas totalement de ce que disent les gens sur votre que les gens disent sur votre film. Mais on rigole. Mais en tout cas, bah, ça fait parler les bavards, c'est déjà ça. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'en parler avec toi une nouvelle fois, mon cher. c'est un peu le Dali de notre époque, finalement. Alors, c'est une forme de Dali, ouais, c'est ça, Buñuel Dali, mais Dupieux. C'est un drôle d'oiseau, hein, c'est un drôle de monsieur oiseau, Quentin Dupieux. Quand même. Et lui aussi, il a sa persona et sa dualité avec sa personnalité musicale et tout. Enfin, on peut. Je pense qu'un grand psychiatre pourrait faire l'analyse de Dupieux à travers ses films. Ce serait. Faudrait que quelqu'un s'y penche. Ce serait intéressant. Si jamais des psychologues ou psychiatres nous écoutent, regardez tous les Dupieux et revenez vers nous, ça nous intéresse. Ouais, vraiment. Ouais, je pense qu'on en a fini avec ce deuxième acte, qui ne laissera personne indifférent, je pense. Vous l'aurez compris, je suis plutôt mitigé, tandis que Jus est toujours aussi passionné et en proie à la flamme de Quentin Dupieux. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce deuxième acte. Est-ce que vous aussi, vous ressentez une certaine fatigue concernant le cinéma de Quentin Dupieux? En tout cas, nous, on va vous laisser là. C'était un plaisir de parler avec toi, mon cher Julien. Je vous dis à très bientôt. Salut! À la prochaine. Ciao, ciao.